Donc c'est une avocate qui a intégré les troupes discrètes mais très très efficaces, n'est-ce pas, de l'Association des juristes pour l'enfance, qui assure une surveillance très dynamique des réseaux promoteurs de toutes les transgressions qui mettent en danger l'enfant et la famille. Donc Sabine vous donnera quelques exemples concrets des conséquences du brouillage idéologique dans le droit qui régit la famille et la filiation, à titre d'exemple, GPA, adoption, sanction des maltraitances. Des cas douloureux qui illustrent non seulement la faiblesse de la loi, mais aussi le dénuement éthique des juges. Aujourd'hui, vous parlez effectivement de la réalité de l'homoparentalité. Vous avez remarqué comme moi, depuis l'adoption de la loi Taubira, nous avons des mots, des expressions nouvelles qui sont rentrées dans la langue française. Nous avons GPA, gestation pour autrui, nous avons PMA, procréation médicalement assistée, qui sont des nouveaux mots, des nouvelles revendications. Nous avons aussi un mot qui est un petit peu plus discret, mais qui va bientôt arriver, ne vous inquiétez pas, on va en entendre parler beaucoup plus, et bientôt ça va être revendiqué, c'est la coparentalité. Le dénominateur commun de toutes ces expressions, c'est que toutes sont des méthodes de création, de fabrication d'enfants à la demande. Ce sont des enfants que l'on prive délibérément de père et de mère de filiation classique. Alors vous allez me dire, quel rapport avec la loi Taubira? Et en fait, tout le nœud de la question est là. Car qui dit mariage dit adoption. La loi Taubira a consacré ce désir d'enfant et ce droit à l'enfant. Qui dit mariage homo dit donc adoption homoparentale. Ça veut dire que l'enfant, désormais, peut être élevé, conçu au sein d'un foyer composé de 2 hommes ou de 2 femmes. Vous allez voir qu'avec la coparentalité, ce sera encore plus ouvert parce que vous aurez des enfants qui seront conçus et élevés par 3, 4 ou 5 adultes. Donc depuis 2013, il est devenu légal pour un couple de même sexe d'adopter. Ce qui signifie que ces couples sont arrivés sur le marché de l'adoption classique tel qu'on la connaissait avant, en même temps que les couples auparavant hétérosexuels. Or, depuis 2013, le marché de l'adoption classique a considérablement baissé de 80%. Pour vous donner une idée, en 2005, en France, il y avait 4500 enfants à adopter qui arrivaient de l'étranger en France. En 2015, nous n'en avons plus que 815. Et pour l'année 2016, ça ne sera pas mieux. Donc vous avez moins d'enfants et vous avez plus de couples. Alors, comment satisfaire ce droit à l'enfant ? Eh bien, en recourant à ces méthodes de GPA et de PMA et de coparentalité. Alors, je ne vais pas avoir le temps de tout vous détailler aujourd'hui, mais je vais surtout vous parler de la GPA et de la coparentalité. La gestation pour autrui, qu'est-ce que c'est? C'est la fabrication d'un enfant sans mère. Cela consiste à faire porter par une femme, je vous ai fait un petit schéma, là, je vous ai mis des petites images pour vous distraire, faire porter par une femme, mère porteuse, un enfant pour le compte d'autrui. En termes juridiques, c'est une mise à disposition, à titre gratuit ou à titre onéreux, d'un utérus. Alors la grande question, ma grande question, c'était, est-ce que la GPA est autorisée ou non en France? Souvenez-vous, c'était en octobre 2014. Manuel Valls nous avait dit, hors de question, la GPA est strictement interdite, c'est une pratique intolérable de commercialisation des êtres humains et de marchandisation du corps des femmes. Alors moi, j'ai voulu savoir. Je me suis mis du côté des clients de la GPA. Après, je me suis mis dans la peau d'une mère porteuse. Et ensuite, je me suis mis à la place des enfants. Alors, dans la peau des clients, j'ai trouvé quelques complices qui m'ont aidé et nous avons été démarchés, nous avons été très facilement sur le net chercher une entreprise américaine, comme il en existe partout. Vous allez les trouver très facilement sur le net. Et nous nous sommes portés clients pour une GPA. Nous avons obtenu très rapidement un rendez-vous webcam. Je peux vous dire que ce n'est pas du tout compliqué. Et nous avons eu affaire donc à une hôtesse, charmante hôtesse, qui tout de suite nous a dit, bon, vous voulez une GPA, très bien, aux États-Unis, c'est parfait. Tout de suite, le problème, la question financière a été tout de suite invoquée. Est-ce que vous avez 130 000 $, tout de suite, là, immédiatement? Sinon, j'avoue que l'entretien s'est arrêté là.
Donc on a dit qu'on avait 130 000 donneurs, c'était pas un problème. Ensuite, elle nous a proposé tout un catalogue. Alors, vous voyez là-haut, il y a des charmantes jeunes femmes qui se proposent. Donc il y a tout un catalogue. Vous pouvez choisir des blondes, des brunes, des grandes, des petites, des noires. Enfin, il y a tout un... D'ailleurs, il faut savoir que les blondes, généralement, sont un peu plus chères. Alors après, la question financière, qui revient quand même assez souvent dans notre entretien, c'est l'assurance. Il faut prendre des assureurs. Parce que nous avons naïvement posé la question, nous avons dit, est-ce qu'il y a des risques? Et on nous a dit, travailler avec des corps humains, oui, il peut y avoir des complications. CQFD, prenez une bonne assurance. De toute façon, c'est prévu dans votre contrat que vous allez signer avec nous. Quatrième chose, on nous a proposé aussi une donneuse d'acheter des ovocytes. Ah, tiens, qu'est-ce qu'une donneuse d'ovocytes? Eh bien, c'est tout simplement l'intervention d'une deuxième mère biologique qui va donner ces ovocytes. Donc, je résume, nous voulons un embryon. Donc, les deux papas d'intention donnent leurs gamètes. Ces gamètes sont fécondées avec des ovocytes qu'on a achetés entre $6 000, à peu près $6 000 aux États-Unis. Pareil, selon le catalogue, les blondes aux yeux bleus, une fois de plus, sont un peu plus chères, c'est à peu près $6 000. Et avec les gamètes des pères, on fabrique un ou plusieurs embryons. Alors, il y avait une clause du contrat qui était assez intéressante. On pouvait signer pour 5 ans et fabriquer, donc on fabrique plusieurs embryons. L'idée, c'est d'abord d'implanter 2 embryons pour que chaque papa ait son propre enfant dans le ventre de la maman. Ça s'appelle des jumeaux croisés. Donc ça, c'est assez intéressant. Chacun a le sien. Et surtout, les embryons qu'on n'utilisera pas, qu'on ne va pas implanter dans le ventre de la mère porteuse, on va les congeler. Ce qui veut dire que si les 2 papas veulent après agrandir leur famille, on les décongélera et on pourra les implanter soit dans la même mère porteuse, soit dans une autre, si la première ne nous a pas donné satisfaction. Tout ce que je vous raconte, c'est du vécu, on a l'enregistrement. Alors, je me suis mis après dans la peau d'une mère porteuse. Et j'ai été aussi sur un autre site, d'ailleurs, qui fait une description assez intéressante des mères porteuses, en nous disant « Elles sont altruistes, attentionnées, gentilles. Nous gâtons les filles en faisant venir des masseuses. On leur offre de la nourriture de très haute qualité. On partage les pratiques sacrées de maternité de substitution, comme la fabrication des perles de mala, des cercles autour d'un bol de sel et la libération de la peur. » Le nirvana, quoi. Alors, heureuses les mères porteuses? C'est ce que j'ai tenté de savoir. Alors, en réalité, la compensation. Oui, certes, elles ont le versement de quelque chose. On a beau nous parler de GPA altruiste, éthique, elles veulent rendre service. Quoi qu'il arrive, elles touchent quelque chose. Celle sur laquelle je me suis penchée, elle touchait environ 2 000 € par mois. Mais attention, 2 000 € à compter des battements du cœur de l'enfant. Si la grossesse s'interrompt, il n'y a plus de versement, c'est terminé. Il faut livrer le produit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vais revenir un petit peu sur l'histoire de donneuse d'ovocytes. Parce qu'en fait, on se dit, mais enfin, une mère porteuse, après tout, il suffit de faire une insémination, puis avec le sperme des papas, elle devrait pouvoir faire un enfant. Pourquoi une donneuse d'ovocytes? D'abord, parce que ça fait acheter. Et ça fait du bien à la société qui vous propose le contrat. Et deuxièmement, il faut savoir une chose, c'est que ces sociétés pensent qu'elles vont limiter l'attachement charnel de la mère avec l'enfant en important un ovocyte différent. Et ce phénomène-là n'est pas sans conséquence sur la grossesse, parce qu'il faut savoir que quand vous implantez dans le ventre de la maman un ovocyte qui n'est pas le sien, il y a un phénomène physiologique très simple de rejet. C'est comme un corps étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des grossesses qui naturellement n'arriveraient jamais à terme si on ne donnait à la mère porteuse un traitement extrêmement fort, extrêmement soutenu, à raison de 3 piqûres par jour, de stéroïdes, d'estrogènes, de progestérone. Pas très écolo, pas très bio, vous en conviendrez. Or, ces traitements ne sont pas sans effet secondaire. Vous avez risque d'hémorragie, risque d'embolie, risque de fausse couche, bien entendu, et rupture du placenta. Il y a une femme qui en est morte aux États-Unis, celle-là, on la connaît, c'était en octobre 2015, parce que ça a été dit. Il y a sûrement d'autres cas, mais on n'en parle pas beaucoup.
Alors, la livraison du produit, je vais aller assez vite. La livraison du produit, c'est prévu, c'est une césarienne qui est programmée. Pourquoi? 2 raisons. On est sûr que les papas commanditaires seront là le jour de la livraison du produit, le jour de la naissance. Ils peuvent programmer leur billet d'avion, c'est impeccable. Et une fois de plus, ça permet de limiter l'attachement charnel de la maman avec l'enfant. Alors, moi je me dis, mais finalement en France, ça fait une dizaine d'années que ça existe, la GPA. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas voir aux États-Unis? Parce que les premiers bébés aux États-Unis nés par GPA datent des années 80. Et effectivement, ils commencent à témoigner. Il y en a une qui s'appelle Jessica Kern, qui a un blog. Il y a des films, il y a des associations qui sont en train de se monter. Et tous ces enfants-là témoignent de leur douleur d'avoir été vendus, achetés par leur mère. Moi, je dis, à quand une étude sur le sujet? Allons aux États-Unis voir ce qui se passe. Et pourquoi n'applique-t-on tout simplement pas le principe de précaution? Nos enfants nés par GPA en France sont trop petits, ils ne peuvent pas encore parler. Alors, interdite ou pas en France? Je vous rappelle les propos de Manuel Valls. On a un arsenal juridique qui permet de dire que la GPA est interdite. Mais Madame Taubira, c'était sans compter avec elle, Madame Taubira nous a fait une circulaire et nous a inventé les petits fantômes de la République. C'est-à-dire qu'elle a dit, ces enfants-là qui sont nés par GPA à l'étranger, il faut absolument leur donner un état civil. Ils en ont un, ils en ont simplement un à l'étranger, c'est tout. Donc, elle nous a obligés, elle fait pression sur les juges, et de plus en plus, les juges accordent un état civil. Et Mylène Troszczynski, tout à l'heure, vous parlera de l'Europe. Il y a des pressions au niveau européen. Il va falloir légaliser la GPA. Ça va nous tomber dessus. De toute façon, vous l'aurez compris avec moi. Premièrement, il suffit d'aller à l'étranger pour se faire une GPA. Et vous restez très tranquillou chez vous, avec votre ordinateur et votre webcam au début. C'est réservé à ceux qui peuvent sortir une somme conséquente. Et les meilleurs produits, je vous le garantis, sont blonds aux yeux bleus. Alors maintenant, je vais terminer là-dessus, la coparentalité. Je voudrais attirer votre attention sur ce phénomène qui existe déjà. Qu'est-ce que la coparentalité? La coparentalité, ce sont des petits arrangements entre amis pour fabriquer des enfants à 3, 4 ou 5. La réalisation de ce rêve éveillé se concrétise par des annonces qui circulent librement sur Internet, du type « Jeune quarantenaire cherche un couple pour fonder une coparentalité active ». J'en ai une autre que je trouve assez croquignolette, j'ai changé les prénoms. Nous, Aline, Alexiane, en couple depuis 2 ans, souhaitons fonder une famille. Nous recherchons un homme, en couple ou célibataire, 4, ça fait 4, qui aura envie de nous aider par un don de sperme. Tu es jeune, tu es fou, tu étais recalé au casting de Koh-Lanta, mais ton âme reste aventurière, tu es notre homme. Alors vous allez me dire, pas une mince affaire d'organiser la programmation d'un enfant à 3 ou 4. Mais rassurez-vous, les associations homoparentales s'occupent de tout. Elle vous donne une charte de coparentalité dans laquelle elle règle d'avance, dès avant la conception de l'enfant, les droits et devoirs de chacun. Et elle vous garantit également que s'il y a des disputes par la suite, ce qui ne manquerait pas d'arriver à 3, 4 ou 5, eh bien, pas de problème, votre charte peut être enregistrée auprès du juge aux affaires familiales et être pris en compte en cas de dispute. Donc, la coparentalité, ça existe déjà. Tout ça pour vous dire que la loi Taubira ne s'est pas contentée de légaliser le mariage pour les homosexuels. Elle a légitimé le désir d'adulte d'avoir un enfant. D'où les multiples revendications GPA, PMA et le développement d'un énième modèle familial, la coparentalité. Les désirs d'adultes n'ont plus de limite. L'enfant est ravalé au rang d'objet que l'on peut vendre, échanger, acheter. Je vous signale au passage que déjà, la Cour d'appel de Blois, en mars 2016, au sujet d'une femme qui avait vendu plusieurs fois son enfant à plusieurs couples. À chaque fois, elle prétendait qu'il était mort et elle retouchait une somme d'argent. Cette femme a été condamnée, non pas pour abandon ou vente d'enfants, mais pour escroquerie, tromperie sur la marchandise. Cela en dit long. Donc vous l'aurez compris, la femme qui loue son ventre à la façon de M. Pierre Berger est une victime. L'enfant est une victime. L'abrogation de la loi Taubira
est lié directement à la nécessité de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect du droit des femmes. Je ne vais pas résister, pour conclure, à vous citer Solzhenitsyn. L'Occident a défendu avec succès et même surabondamment les droits de l'homme, mais l'homme a vu complètement s'étioler la conscience de sa responsabilité devant Dieu et la société. La défense des droits individuels a pris de telles proportions que la société en tant que telle est désormais sans défense contre les initiatives de quelques-uns. Merci beaucoup. C'était passionnant. Hein. Les 3 questions. Oui. Sabine, est-ce que tu peux juste nous réexpliquer la circulaire Taubira permet donc aux parents de ces enfants de devenir les parents légaux sur les registres français et de leur donner la nationalité française? Alors c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant naît par exemple aux États-Unis. Je vous ai beaucoup parlé des États-Unis, mais il y a aussi la Grèce, il y a aussi le Canada, enfin, il y a plein d'autres pays où ça se fait. Donc il est né là-bas et en fait le jugement se fait là-bas. C'est-à-dire que soit il y a un jugement d'adoption avec un papa, soit la mère avec les 2 papas, quand le pays ou l'État américain reconnaît l'adoption non parentale. Mais il y a aussi le cas où la mère porteuse reste mère. Enfin, il y a plein de cas différents et compliqués. La circulaire Taubira donc s'attachait à dire cet enfant a un état civil. Il a un état civil à l'étranger comme n'importe quel enfant qui naît à l'étranger. Ça n'est pas un fantôme de la République. C'est un concept qui a été inventé et qui encore une fois est un mécanisme de cette machine de guerre. Alors, donc Madame Taubira nous a dit que ce sont des fantômes qui n'existent pas. Si, ils existent, ils sont simplement enregistrés sur un état civil étranger. Il y a ça, puis vous avez peut-être aussi entendu parler de passeport. Oui. Il y a aussi des circulaires ministérielles qui demandent de faciliter la délivrance de passeports pour ces enfants. Tout ça, c'est des histoires de papier, uniquement. Voilà. Mais la Cour européenne des droits de l'homme pèse sur la France pour que, effectivement, tout soit facilité, ratifié. C'est une machine de guerre, c'est tout. Et pour répondre à Agnès, donc ils sont quand même régularisés en France. Enfin, oui. Si on se présente, voilà. Oui, tout à fait, comme n'importe quel enfant qui est né sur un territoire étranger. Serait-il utile, dans un premier temps, de dire la première personne à protéger, c'est la mère. On est en train d'avoir des utérus artificiels, vous voulez fabriquer des enfants, mettez-les dans un utérus artificiel. Mais ne mettez pas une femme en esclavage. Ben, je ne sais pas, parce que vous savez, je pense que la femme, oui, doit être défendue, mais l'enfant aussi. Je suis bien d'accord, mais c'est une question de stratégie. On est en train de fabriquer en fait une génération, on ne sait pas trop ce que ça va donner d'un point de vue psychologique, physiologique. C'est même des utérus artificiels, c'est très inquiétant pour l'avenir, c'est un peu le meilleur des mondes. Mon idée, c'est que face à l'utérus artificiel, ils y renonceront. C'est pas nouveau, hein. Il n'y a pas de raison. Mais c'est une souhaite. Y a-t-il une durée limite de consommation pour les ovocytes congelés? C'est-à-dire une limite de durée limite de congélation? Le sperme, c'est 20 ans. Et la deuxième question, c'est On sait que vous avez des réserves. Et ensuite, la deuxième question, quelles sont les raisons pour que le nombre d'enfants pour l'adoption, tel que ça se faisait auparavant, est passé de 4500 à 800 par an? Alors, je vais répondre à votre première question. Je peux vous répondre en termes de contrat qu'on aurait pu avoir l'occasion de signer avec ces sociétés. Généralement, ce sont des contrats de 5 ans. Donc, donneuse d'ovocytes, ces embryons vont être congelés 5 ans. C'est simplement la mère porteuse, si elle n'a pas donné satisfaction, j'ai des témoignages là, d'enfants de grossesse qui ont été interrompus à plusieurs reprises. Ne vous inquiétez pas, on va choisir une autre mère porteuse, on garde les mêmes embryons. Voilà. Et votre deuxième question qui me... C'était le nombre, pourquoi le nombre d'enfants Ah oui, tout à fait. Alors, c'est une question très intéressante parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que quand la loi sur le mariage homosexuel a été votée en France, il y a un tas de pays qui a refusé de faire adopter ces enfants en France parce qu'ils sont contre l'adoption homoparentale. Restent les États-Unis, le Mexique, l'Afrique du Sud. Ces 3 pays acceptent l'adoption par des homosexuels. Tous les autres ont retiré leurs enfants et se sont fermés à l'adoption.
Dans le bas empire romain, on a retrouvé des contrats de location de vente. Et c'était directement lié à l'esclavage. C'était l'esclave qui faisait l'objet de la location de vente. Et elle était généralement affranchie. Donc on est vraiment dans un lien direct avec l'esclavage. Ce qui veut dire que rien de nouveau dans l'humanité, si c'était la technicité. Mais on était quand même au moment où le bas empire romain allait complètement décliner.